Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui pour notre 8e déjeuner de l'Yvelines Business Club de recevoir Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France. Bonjour François, merci de me recevoir au sein de ce club et c'est vraiment un très grand plaisir d'intervenir devant les décideurs principaux des Yvelines et au sein de ton club. Merci Vincent. Bravo. Et en fait, je crois que vous êtes là pour faire du business. Sachez que je ne suis pas là pour vous vendre des voitures, mais Pascal, Florent et Baptiste, les 3 représentants de BMW Distribution. Pascal est le président, Florent est le patron de l'activité Mini et Baptiste le patron de l'activité BMW. Ils ont les bons de commande dans la poche, donc pas de souci. Vous repartirez avec des voitures ce soir. On ne parle pas d'argent aujourd'hui pour les remises. Absolument pas. Non, bon. Nous avons une vidéo pour lancer le sujet. Ce que je te propose, c'est de nous donner... Qu'est-ce que tu souhaites nous passer comme information sur la visibilité de la stratégie ? Et puis, pour nous, c'est très important d'avoir une vision managériale. C'est-à-dire, quelle est votre vision du management et spécifiquement, évidemment, en France. Voilà. Bien sûr. On commence par le film ou... Alors, simplement d'abord, merci de me recevoir. C'est vraiment un grand honneur. En plus, François et Pascal m'ont dit que vous étiez... les perles des décideurs et décideuses, femmes décideurs des Yvelines, donc c'est quand même important. Oui ou non ? Et c'est un grand honneur d'être avec vous, exactement. Et il faut que vous sachiez que l'automobile vit une vraie révolution aujourd'hui. Vous le savez, on ne parle que de ça. En France, on peut même un tout petit peu parler de car bashing et je souhaite vraiment qu'on mette tout sur la table. Je suis vraiment transparent. J'essaie d'être un président atypique parce que ça a de faire de la politique. En fait, on est face à des problématiques au quotidien sur lesquelles il faut vraiment se remettre en cause, vraiment en permanence. Donc mettons absolument tout sur la table. Et aujourd'hui, l'automobile vit une vraie révolution et on parle même plus d'automobile, on parle de mobilité. Et d'ailleurs, BMW Group essaye de se spécialiser, de se mettre en avant et de se différencier de la concurrence de ce côté-là. D'abord parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de rapprochements qui sont en train de se faire au niveau des constructeurs. On est en train de parler de FCA, PSA. Nous souhaitons rester un groupe indépendant. Et je vais vous dire comment on va réussir, parce que il y a beaucoup d'investissements, mais pour nous, il est indispensable de rester indépendant parce que c'est comme ça qu'on arrivera à garder nos spécificités. Et on souhaite rester indépendant non plus comme un constructeur automobile, ça c'est fini. On considère qu'il n'y a plus d'avenir pour les constructeurs automobiles. Nous sommes une tech compagnie qui développe des services et des solutions de mobilité. Et c'est ça qui fera la différence. Et en fait, le message que je souhaite vous faire passer, c'est que BMW Group est vraiment différent. C'est qu'on a un claim aujourd'hui qui est de dire... qui est de crier sur tous les toits le pouvoir de choisir. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gouvernants qui doivent décider de la motorisation, ce ne sont pas les constructeurs qui doivent décider de la motorisation du véhicule que vous utilisez, c'est vraiment vous, les utilisateurs, les automobilistes, parce que c'est en fonction de votre besoin, de votre utilisation, que vous devez choisir quel moteur utiliser. Et si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a poussé le diesel comme des fous, et en mettant du diesel pour de la conduite urbaine sur des petites voitures, et ça c'est complètement débile. Par contre, on croit vraiment au diesel dans certaines utilisations, quand on fait beaucoup de kilomètres, mais pour les zones urbaines, l'électrique est parfait, pour des zones semi-urbaines ou des utilisations semi-urbaines, l'hybride rechargeable est parfait, etc., etc. Et on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Ce que je propose, c'est que nous puissions lancer la vidéo et ensuite nous reviendrons sur les thèmes. Et là, vraiment, ce que je vous incite à faire, c'est de questionner directement dès qu'il y a un sujet qui vous paraît soit étonnant ou n'hésitez pas. Roman, je compte sur toi aussi. Roman est déjà client, donc... Il y a beaucoup de clients dans la salle. It's all about people, our wishes, our desires, our passions. This is why we focus on people, on customers, on fans, on society. We believe in the power of choice. We create innovative technologies and offer tailor-made solutions for individual experiences.
And we know that more and more of us want to drive emission-free. New technologies are key for the future. We at the BMW Group understand what's important for people all over the world, what touches and moves them. How we move forward decides the future. We will remain open-minded, confident and committed. This is essential to break new ground, to be a true pioneer. It's about being responsible, caring for our planet and future generations. For us, this is the next gen. Et je suis rassuré parce que dans le film, vous avez vu, on a vu de la Rolls-Royce, de la Mini, de la moto et des BMW. Et François s'est un peu fâché tout à l'heure parce que dans la présentation, dans les slides que j'ai ramenés, et je sais pas si il y en a beaucoup des slides, donc je sais pas si on rentrera dans le détail, mais il y avait pas beaucoup de motos et de Mini, mais en fait le BMW Group c'est vraiment la totalité de ces marques, et y compris Rolls-Royce, même si on n'importe pas Rolls-Royce en France, parce que le patron de Rolls-Royce considère que les gilets jaunes ne sont pas complètement alignés avec la stratégie de Rolls-Royce. Néanmoins, on est capable de vous fournir des voitures de ce type si nécessaire. Alors, oui, je faisais l'allusion sur les motos parce qu'il y a plusieurs clients motos ici dans la salle, et puis que pour nous, en tout cas, c'est ce qui nous a rapprochés au tout début avec Pascal, donc n'oublions pas les deux roues aussi. Exactement. Alors, ce que je trouvais vraiment captivant dans la vidéo, c'est la dimension humaine, parce que c'est vraiment, en tout cas, l'émotion qu'on ressent. Beaucoup de l'être humain est au centre du sujet. Et pour nous, c'est très important aussi, puisque les entreprises, c'est uniquement la valeur humaine qui crée la valeur au finish. Et donc, à ce titre, nous aimons bien découvrir un peu plus les personnes. Et donc, ce que je te propose, Vincent, c'est de nous dévoiler un peu plus ta personne. Et donc, du coup, voici une photo qui te dévoile encore un peu plus. Alors voilà, je vous ai dit que j'étais cash, donc je mets tout sur la table. Et en fait, il y a deux termes qui sont importants dans cette slide, c'est le sport et école de la vie, ou ces deux approches, sport et école de la vie. En fait, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je connais mon épouse depuis 85, donc on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et je suis un ancien sportif de haut niveau. Et pour moi, le sport est vraiment indispensable parce que c'est une vraie école de la vie. On apprend à se battre, on apprend à côtoyer des équipes, on apprend à côtoyer des partenaires, à travailler ensemble, on apprend le collaboratif, la collaboration, l'esprit d'équipe. C'est comme ça qu'on arrive à performer ensemble. Et donc j'ai fait de la natation, comme vous voyez, il y a un petit peu d'eau et c'est dans une piscine. Je me suis remis à nager. Alors il y a très longtemps, j'étais en équipe de France. Il y a plus de 30 ans. Un petit peu, c'est quand même des voilà. Alors j'étais en équipe de France, j'étais finaliste européen. J'étais présélectionné pour les Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles, mais vous le constatez, il y a très longtemps, parce qu'entre temps j'ai pris un petit peu d'embonpoint, donc c'était il y a en 84. J'ai recommencé à nager il y a peu de temps parce qu'on s'est lancé un challenge avec d'anciens nageurs pour faire les championnats de France des vieux, on appelle ça le championnat de France des maîtres, et en fait je l'ai fait cette année à Dunkerque, et ça s'est plutôt bien passé. Mais tout ça pour dire que le sport est vraiment clé dans la réussite d'un groupe, dans la réussite de collaborateurs, dans la réussite d'équipe. Et c'est le cas pour BMW aussi, qui s'investit énormément dans les sports. On essaye de rationaliser, je ne sais pas si vous le savez, mais on était partenaire de l'équipe de France de rugby. Jusqu'au 30 juin, on a décidé d'arrêter. Pourquoi ? Parce que les valeurs de l'équipe de France, enfin, ou en tout cas de la fédération, correspondaient plus complètement aux valeurs de BMW. Mais je suis persuadé que ça va revenir, et je suis persuadé qu'ils seront champions du monde en 2023, c'est certain. Et on était partenaire maillot de l'équipe des moins de 20 ans qui ont été champions du monde cette année. Et c'est les mêmes avec Ntamak et autres qui seront champions du monde en 2023. Mais tout ça pour dire que le sport est important, et on est largement investi dans le sport automobile, la Formule I notamment, quand on parle de technologie. On est largement investi dans la voile, on est partenaire des voiles de Saint-Tropez et autres, et on est largement investi dans le golf. C'est pour ça que c'est vraiment un plaisir d'être reçu au golf de la Boulie, parce qu'on a la plus grande compétition amateur de France, et Roman la connaît parce qu'il était à la finale il y a 2 ans. On a 10 000 joueurs qui jouent chaque année dans des compétitions individuelles, indépendantes de concessions.
Et ce qui est important avec le golf, on a été partenaire de la Ryder Cup, on est partenaire de la Fédération française de golf, et ce sont des valeurs très proches des valeurs de BMW, de performance, de précision, de technologie aussi. Et donc c'est pour ça que, en fait, le monde du sport et le monde de l'entreprise sont vraiment très proches. Donc c'est comme ça que j'ai fini, ou en tout cas aujourd'hui, je suis patron d'un groupe exceptionnel en tant qu'ancien nageur. Tout à fait. Merci en tout cas. J'ai pas de photos plus dénudées, donc on en restera là. Ce que je te propose, c'est d'aller directement sur l'aspect stratégique. C'est résumé par des initiales. Tu voulais rajouter quelque chose ? ACES, et en fait, François a fait le lien avec le côté humain, et c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et quand je vous dis que BMW Group est en train d'évoluer entre un constructeur automobile et une tech compagnie qui développe des services et des solutions de mobilité, en fait, il y a un nœud central, c'est le client. Baptiste, Florent et Pascal qui sont ici pourront vous en parler très longuement. BMW existe depuis 103 ans exactement. BMW a été créé en 1916 et au départ on faisait des moteurs. Mais pendant une centaine d'années, on a été focalisé sur la voiture, sur le châssis. Et en fait, un client, c'était pas vraiment un client, c'était pas un nom de client, c'était pas un profil de client, c'était plus un numéro de châssis. En fait, un véhicule. Et ça, c'est vraiment en train de changer. Depuis 3-4 ans, on est vraiment en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce que notre monde évolue. Parce que nos concurrents considèrent que ce ne sont plus... Alors, je ne vais pas citer les marques concurrentes, même si le Golf de la Boulie est partenaire avec un autre constructeur premium. Mais nos concurrents directs ne sont pas les autres constructeurs automobiles, ce sont les GAFA, qui se mettent à faire de la mobilité, qui se mettent à essayer de construire des voitures autonomes. Ce sont toute l'expérience que peuvent vivre des clients et des clientes premium au quotidien, dans l'hôtellerie, dans l'informatique, avec Microsoft et autres. Et c'est pour ça qu'on souhaite se positionner maintenant comme un fournisseur de services, plus que comme un constructeur automobile. Et maintenant, le client est au centre de notre activité. Et la stratégie de BMW peut se résumer en 4 lettres, c'est ACES. Et le A, alors on va pas rentrer dans tout le détail, mais globalement le A, c'est la voiture autonome. Aujourd'hui, on parle de d'assistance à la conduite. On peut pas parler vraiment de voiture autonome. Malgré tout, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans les véhicules et qui vous permettent de lâcher le volant. Sur une BMW en Allemagne, sur autoroute, mais je précise bien en Allemagne, vous pouvez lâcher le volant jusqu'à 210 km/h et la voiture restera sur sa file. Vous avez un assistant d'embouteillage aujourd'hui qui vous permet jusqu'à 60 km/h de lâcher complètement le volant et de conduire en toute sécurité, avec un maximum de confort. Donc la partie voiture autonome est un élément très important de cette stratégie. Le deuxième élément de la stratégie, c'est connecter. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté et il est indispensable que l'expérience pour l'automobiliste aille au-delà de la voiture et qu'il y ait une connectivité en permanence en fait entre le véhicule et le conducteur. Et je pensais avoir pris ma clé parce que je vous ai bluffé tout à l'heure, mais donc je suis venu avec un X5 tout simplement. Et regardez la clé du X5 aujourd'hui. En fait, c'est plus une clé, c'est quasiment un ordinateur. Et vous avez plein de fonctionnalités dans la clé qui vous permettent d'allumer la voiture à distance, de la fermer à distance. Vous pouvez ouvrir la voiture avec votre portable si jamais vous n'avez pas de clé, ou alors vous pouvez envoyer une clé digitale à votre fils ou votre fille parce qu'il n'a pas la clé et il veut pouvoir conduire la voiture. Donc il aura la possibilité de l'utiliser sans aucun problème. Et pour rapprocher la connectivité et la voiture autonome, avec cette clé, vous avez la possibilité de déplacer la voiture sans personne au volant. Alors, c'est sous des normes de sécurité. Est-ce que le X5 va arriver là ? Alors, le X5 n'arrivera pas parce qu'il est un peu loin et pour des raisons de sécurité, on va pas le faire bouger, mais vous avez la possibilité d'ores et déjà de faire déplacer la voiture avec absolument personne dans le véhicule. Le troisième axe de la stratégie de BMW, et on rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure, l'électrification. C'est vrai qu'il est indispensable aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a été trop radicaux dans l'utilisation des motorisations, peut-être parce que c'était la volonté des politiques, des gouvernants ou autres, mais on a été à fond sur le diesel. Aujourd'hui, il y a même des constructeurs qui disent j'arrête le diesel. En général, les constructeurs qui disent j'arrête le diesel, ce sont ceux qui n'ont jamais fait de diesel ou qui en font très peu. Aujourd'hui, notre position est de dire il faut une motorisation en fonction de l'utilisation de chacun. L'électrique est parfait pour une utilisation urbaine, en priorité, ce qui ne nous empêchera pas de faire des routières électriques. Mais l'électrique, le zéro émission en local, en fait, est quelque chose de très important.
l'électrifier, ce qu'on appelle le plug-in hybride, ce que disait Patrick tout à l'heure, est indispensable pour des utilisations semi-urbaines. Comme mon exemple, j'habite du côté de Saint-Germain-en-Laye, je vais souvent à Paris, on a un brand store à avenue Georges V, il y a Paris 15 ou Raspail qui représente BMW et Mini sur Paris. Eh bien, on peut être en zéro émission pendant toute la semaine et rouler avec une autonomie pour le week-end, partir à la Baule, partir en province avec une autonomie de 700 km. Donc c'est vraiment parfait entre une utilisation zéro émission et beaucoup d'autonomie pour pouvoir rouler le week-end. Et ensuite, vous avez les moteurs thermiques à essence ou diesel. Le moteur thermique essence, c'est pour celui qui a besoin d'un petit peu d'autonomie quand même chaque jour, 150-200 km, sans avoir besoin de recharger régulièrement. Et le diesel est indispensable pour vos flottes, vos commerciaux. Il faut savoir qu'un moteur diesel va vous procurer 1200 km ou plus d'autonomie. Donc pour ceux qui roulent énormément, il est important d'avoir la totalité de cette offre de motorisation et notamment le diesel. Mais la stratégie d'électrification est vraiment très importante pour BMW. On avait un point de désaccord tout à l'heure avec Patrick parce que il me disait que la première voiture électrique datait de 91 et je l'ai un peu contredit puisque la voiture du marathon de Munich aux Jeux Olympiques de 72 était une BMW électrique. C'était une 1602 ou une 2002, je sais plus, une 1602 ou 2002. Donc c'était déjà une voiture électrique qui roulait et qui avait au moins 42 km 195 d'autonomie. Et aujourd'hui, dans le BMW Group, en France, il faut que vous sachiez que les voitures électrifiées représentent 8% de nos ventes. Donc quand on parle d'un marché électrique pur en France qui est à 1%, un marché électrifié qui est plus à 2, 3, voire 4% avec les véhicules hybrides, nous on est déjà au double parce qu'il est important de pouvoir proposer la totalité de cette offre sur le marché. Et toute la stratégie électrique, c'est une stratégie que je connais bien parce que j'ai vécu 4 ans en Norvège. J'ai été président de la filiale norvégienne pour le BMW Group entre 2010 et 2014. On peut en parler, on peut parler de la rapidité de déploiement de la stratégie électrique dans un pays. C'est uniquement la volonté des politiques et des gouvernants. Si ils veulent aller vite, on peut aller très vite. Ça a été le cas en Norvège. Moi, je suis arrivé en 2010. Ils en sont où actuellement en Norvège? Alors en Norvège, la moitié du marché est électrifié, donc plug-in hybride et voiture électrique, et un quart du marché est purement électrique. Alors après, il y a des utilisations différentes. En Norvège, à plus de 250 km, on prend l'avion. On va pas rouler parce que les routes sont catastrophiques. On peut pas rouler à plus de 100 km/h. Donc, il y a que de la pierre et de l'eau. En Norvège, c'est les fjords. Donc c'est vrai que l'utilisation est un petit peu différente. Mais surtout, c'est un gouvernement qui vous laisse racheter une virginité. Vous savez qu'en Norvège, ils font la grosse partie de leurs revenus, c'est du gaz et du pétrole, un petit peu de saumon. Et donc, ils ont vraiment voulu avoir une stratégie de développement durable très forte et très rapidement. Ce qui veut dire qu'en 2010, globalement, le marché de voitures électriques en Norvège, c'était 200 voitures. Quand je suis arrivé en avril 2010, c'était 200 à 300 voitures à l'année. Aujourd'hui, c'est un marché qui fait 150 000 voitures et la moitié du marché, 75 000 chaque année, sont des voitures électrifiées. Alors, ils ont aussi des ressources, mais on peut, avec la volonté de chacun, développer le marché de manière plus rapide sans pour autant avoir besoin d'énormément d'argent. Et le quatrième point de la stratégie de BMW Group, ce sont les services partagés. Et pour nous, effectivement, une voiture, enfin la mobilité, ce n'est pas que la voiture. Il faut aller au-delà. C'est pour ça qu'on a une entreprise qui fait de l'intermodalité. J'en parlais tout à l'heure à table, qui s'appelle ReachNow. Et aujourd'hui, si vous allez à Copenhague avec votre passe Navigo, avec la carte orange, vous avez la possibilité de louer un vélo, de louer une trottinette, de conduire une voiture, une BMW i3 en partage. Vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre le métro. Intermodalité, c'est ça? Pardon ? C'est ça l'intermodalité. En fait, l'intermodalité, c'est comment aller d'un point A à un point B de la manière la plus efficace possible, de la manière la plus rapide possible, quels que soient les moyens de locomotion. Et aujourd'hui, l'intermodalité, ou en tout cas la fonctionnalité, existe dans une BMW i3, on peut vous la montrer, mais si vous partez d'ici, vous allez à Paris et l'A13 est complètement bouchée. Vous avez la possibilité, le GPS peut vous donner l'information, de vous arrêter à Versailles pour prendre le train et ce sera plus rapide que de rester bloqué sur l'A13. Et ça fait partie de la modalité de la mobilité de demain. Donc il est vraiment indispensable de pouvoir proposer ces fonctionnalités. Donc j'ai parlé de ReachNow. À Paris, vous pouvez payer votre parking aujourd'hui avec une entreprise qui s'appelle ParkNow. Qui est abonné à ParkNow? Bon. J'en ai pas beaucoup. Les collaborateurs du BMW Group. Donc, vous connaissez Pay by Phone, peut-être. Voilà, c'est un concurrent de Pay by Phone. Donc, depuis 1 an et demi, on a été référencé par Madame le Maire et Madame Hidalgo.
Et donc vous avez la possibilité de payer votre parking avec ParkNow, qui est le concurrent de Pay by Phone. Et dans très peu de temps, vous pourrez payer le parking non pas sur votre téléphone, mais directement dans votre voiture, si vous roulez en BMW ou en Mini. Une question, Vincent. Donc, pardon. Une question, Vincent. Donc, tu as bien insisté tout à l'heure. Ceci se fait sans partenariat. C'est vraiment du développement pur BMW. Comment ça se passe? Absolument pas. En fait, et ça fait complètement partie de notre stratégie, François. C'est ce que je vous disais. On veut garder notre indépendance. Le BMW Group fabrique 2 500 000 voitures par an dans le monde. En fait, c'est beaucoup et peu à la fois. On est un groupe familial. 50% de notre capital est détenu par la famille Kant. Et donc c'est beaucoup et peu à la fois. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de la fusion entre FCA et PSA. Ça va être 10 millions de voitures. Renault-Nissan, c'est pas loin de 10 millions de voitures. Volkswagen Group, ils sont tous à peu près à 10 millions de voitures. Donc automatiquement, on n'a pas les mêmes moyens. Même si on investit 7% de notre chiffre d'affaires chaque année, c'est 7 milliards d'euros, on est à 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 7% de notre chiffre d'affaires est investi chaque année en recherche et développement. Néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que on travaille sur la mobilité électrique, on travaille sur les services partagés, on travaille sur la connectivité, la voiture autonome. Et c'est pas tout, on travaille aussi sur l'hydrogène. On n'en parle pas, mais là on parle beaucoup d'électrique en ce moment, mais demain l'hydrogène va arriver, c'est certain. On a d'ores et déjà annoncé qu'en 2023, on aurait des véhicules pilotes hydrogène qui rouleraient sur le marché en Europe. Et en 2025, on aurait le premier véhicule hydrogène commercialisé. Et donc, tous ces développements demande énormément de fonds en termes de recherche et développement. Et on ne pourrait pas le faire tout seul. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il faut se remettre en cause en permanence. En fait, l'environnement bouge, donc on ne peut pas travailler comme précédemment. On ne peut pas se dire on a nos ingénieurs, on a nos centres de recherche et on va travailler que pour le BMW Group. Il faut développer les partenariats. Il faut simplement choisir les bons partenariats sur les bons sujets et au bon moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la voiture autonome, on a décidé de travailler avec Intel, avec Mobileye, et on a même fait rentrer des constructeurs. Il y a FCA qui est rentré en 2015 dans un partenariat qu'on a développé pour travailler sur la voiture autonome de niveau 3. Et la voiture autonome de niveau 3, ça veut dire que vous n'aurez plus à regarder la route. Vous serez quand même au volant, enfin sur le côté conducteur, mais vous n'aurez pas à regarder la route en permanence. Pour la voiture autonome, toujours, pour la conduite autonome de niveau 4, et là vous pourrez dormir, c'est prévu pour un petit peu plus tard, vous aurez la possibilité de vous endormir. Là on s'est associé avec Daimler. Les services partagés, je vous en parlais tout à l'heure, ParkNow, Car2Go ou ShareNow, on appelle ça en fait, c'est Car2Go, DriveNow précédemment, ce sont des voitures partagées qui sont disponibles à Paris. On est associé également avec Daimler, etc., etc. C'est-à-dire que on va pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais il est évident qu'on ne peut pas rester complètement renfermé sur nous-mêmes en termes de développement. Donc on essaye de s'ouvrir au maximum et d'affiner nos partenariats afin d'être les plus compétitifs sur le marché, ou au moins en termes de développement technologique. Est-ce qu'on a la possibilité de poser une question? Non. Merci. Merci. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport à la stratégie. C'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises des discussions avec les détenteurs de l'industrie fossile, notamment des sous-traitants type Bosch, etc., en expliquant que, moi j'y connais rien techniquement, mais que l'électrique c'est plus polluant que, d'après eux, la voiture traditionnelle que l'on connaît. On me dit maintenant, maintenant non, c'est pas l'électrique. Effectivement, comme vous le disiez, c'est l'hydrogène. Donc, pour moi, qui n'y connais absolument rien d'un point de vue technique, c'est quoi la stratégie? Parce que, et ça, par contre, je suis financier, ça vous l'avez compris, et on peut pas, vous l'avez expliqué, on peut pas investir partout. On n'est pas capable d'investir dans toutes les branches métiers et toute la filière. Donc, quel va être le choix? Comment ça va se passer? Et quelle est la bonne stratégie dans tout ça? Alors, en fait, la réponse a été partiellement abordée précédemment. C'est arrêtons d'être excessifs dans tous nos choix. Et c'est encore une fois notre stratégie actuelle ou notre positionnement actuel avec The Power of Choice, le pouvoir de choisir, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, il y a des solutions, et il va falloir que nos gouvernants, nos politiques acceptent
le fait que on pourra plus travailler qu'avec une seule motorisation et une seule façon de se déplacer. Il va falloir s'ouvrir au monde, il va falloir s'ouvrir à tous les systèmes de mobilité, et pour les motorisations, il faut accepter le fait que certaines utilisations se fassent en diesel, d'autres en essence, d'autres en hydrogène et d'autres en électrique. Maintenant, est-ce que, et c'était le début de votre question, est-ce que l'électrique pollue plus que le thermique ? En fait, il faut réfléchir à 360 degrés sur l'ensemble du cycle de vie, parce que en local, l'utilisation de l'électrique est à zéro émission, donc effectivement, il n'y a pas du tout de pollution. En revanche, alors, il n'y a pas du tout de solution, sauf si la voiture est rechargée en Allemagne avec des centrales à charbon, et automatiquement, il y a un petit peu d'émissions de CO2 pour pouvoir générer l'électricité qui fera avancer la voiture. En fait, au final, il faut vraiment être tempéré, enfin équilibré. Et l'approche du BMW Group, je peux pas répondre pour les autres constructeurs. En revanche, l'approche du BMW Group a été de dire on va commencer tôt cette stratégie électrique, comme on a commencé tôt la stratégie hydrogène. Elle commence pas aujourd'hui. Elle a déjà commencé il y a une vingtaine d'années. Et Pascal et moi, on était à Miramas. On a un centre d'essai qui appartient au BMW Group du côté de Marseille, à Miramas. Et il y a 15 ans, on a conduit des séries 7 hydrogène. 2001, une vingtaine d'années. On a conduit des séries 7 hydrogène. En tout cas, notre stratégie a été de dire soit on prend un châssis qui existe, on met des batteries dedans, c'est ce qu'on avait fait pour le marathon de Munich, et on va créer une voiture électrique, ou alors on met en place un écosystème durable à 360 degrés. Et ce que je vais vous dire là, c'est la réalité, c'est pas du pipeau, c'est pas du marketing, c'est la réalité, même si on n'est pas très fort en termes de communication, parce que la position du BMW Group a été de se dire il faut vraiment qu'on ait une approche à 360 degrés qui fasse que, en ayant une voiture électrique, cette voiture soit réellement, pour le futur, propre et durable. Donc, on a lancé la stratégie en 2007 pour une voiture qui est sortie en octobre 2013. Donc, on a eu le temps de réfléchir et d'implémenter cette stratégie. Et le premier point de la stratégie, c'est la voiture doit être fabriquée avec des éléments recyclés. Donc, les sièges sont fabriqués avec des restes ou du recyclage de plastique. Alors on pourra vous la présenter une fois et vous verrez, la voiture est fantastique, mais elle est déjà fabriquée avec des éléments recyclés. Il faut que la voiture soit recyclable, et on s'est fixé comme objectif que la voiture soit à 95% recyclable. Pour que la voiture soit efficace, il faut qu'elle soit légère, donc il fallait du carbone. Donc, il a fallu trouver un fournisseur de carbone. On voulait un fournisseur de carbone propre, donc on a trouvé une société qui s'appelle SQL, aux États-Unis, qui ne fabrique son carbone parce que la fabrication du carbone demande beaucoup d'énergie. Donc c'est une source d'émissions de CO2, de carbone en tout cas. Eh bien, on a trouvé une société qui ne travaillait qu'avec de l'énergie hydraulique. Donc on l'a racheté, cette société, et c'est notre fournisseur exclusif en termes de carbone. Ensuite, on a créé une usine ex nihilo qui se devait d'être moderne, donc elle consomme 70% d'eau et 50% d'énergie en moins qu'une usine automobile classique. On voulait qu'elle soit autonome en termes énergétiques, donc on a fabriqué 4 éoliennes qui fournissent la totalité de l'énergie nécessaire pour cette usine et qui fabriquent même plus d'énergie parce que des fois on a un petit peu trop, on en rebalance dans le réseau. Et il y a un sujet qui est très important pour les voitures électriques actuellement, c'est le recyclage des batteries. Qu'est-ce qu'on fait des batteries ? On est en train de fabriquer énormément de voitures électriques avec beaucoup de batteries et beaucoup de métaux lourds, mais comment allons-nous recycler ces batteries ? Notre réponse est très simple, c'est qu'on croit à une utilisation de deuxième vie des batteries. À terme, ce sera chez nous. Très clairement, on aura la possibilité de stocker de l'énergie dans nos maisons et ensuite de l'utiliser quand on aura besoin de cette énergie. Aujourd'hui, il fallait trouver malgré tout une solution pour pouvoir recycler les batteries, et on a créé une ferme de batteries à Leipzig, à côté de l'usine qui fabrique la BMW i3, donc qui est la voiture électrique. Et cette ferme a déjà 700 batteries en utilisation de deuxième vie qui permettent de stocker le trop d'énergie générée par les éoliennes et de le réutiliser quand on a besoin, quand il n'y a pas de vent et que l'usine a un gros besoin d'énergie. Donc on a travaillé sur cette approche à 360 degrés afin de faire en sorte de fournir une mobilité électrique qui soit malgré tout propre et durable. J'ai une question, enfin j'en aurai une vingtaine, mais j'en pose qu'une. Je suis heureux propriétaire d'une voiture électrique américaine. C'est du bonheur. Une question, deux questions.
Première question, je suis surpris que l'industrie européenne ait eu du retard à l'allumage. Vous dites, on est en avance. Je suis surpris que les Américains aient réussi à faire ça. C'est hallucinant. Je suis fan de voitures allemandes. Et là, j'ai une voiture américaine qui est vraiment incroyable. Mon métier, c'est la récupération de chaleur. Donc, je suis très sensible à ces problématiques d'environnement, de récupération. Moi, j'ai une voiture nucléaire. Et j'en suis fier. Parce que l'électricité est nucléaire en France. Ça pose d'autres problèmes. Mais effectivement, il n'y a pas d'impact sur l'effet de serre. Donc il faut savoir ce qu'on veut. En Allemagne, effectivement, on a 50% de cette électricité qui est non nucléaire. Avec un impact. Moi, j'y crois pas à l'électricité, en fait. J'y crois pas parce qu'on n'a pas le réseau. Donc moi, je suis utilisateur. Ok, et chargeur Tesla. Je fais 1000 km dans la journée, aucun problème. Donc ça répond à mon besoin, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas possible. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place du réseau. Donc pour moi, il y a un problème de réseau, parce que le réseau électrique en France ne pourra pas absorber la quantité. On ne peut pas passer du carbone, enfin du diesel et essence à l'électricité, c'est impossible. On a les charges, mais ça peut répondre qu'à une mobilité, vous l'expliquez très bien. Donc on a... moi, je suis un peu surpris de voir cet allant vers l'électrique. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être dedans, mais c'est pas du tout l'avenir. Et très vite, on va être bloqué. En plus, si on a une approche globale sur l'approche environnementale, c'est pas une bonne solution. Puisque c'est très dépendant, même si le cycle de vie est très important dans n'importe quelle consommation, et le consommateur n'est pas encore trop averti de ces problématiques de cycle de cycle de vie. C'est pas une notion connue du client. Donc, bien sûr qu'on va communiquer là-dessus, et vous allez communiquer là-dessus. Et je suis sûr qu'une voiture BMW sera plus verte et plus durable qu'une américaine, c'est évident. Mais aujourd'hui, le problème, c'est l'énergie. C'est un problème. On est lié à l'énergie. Donc, je crois beaucoup à l'hydrogène. Il y a au loge en Josas, juste à côté, il y a 5 prises hydrogène en France. Donc, le jour où j'ai signé l'achat d'un Tesla, la première voiture hydrogène que j'aurais pu acheter chez un Coréen, c'est ça. Je sais pas, je parle pas de la concurrence. Bon, voilà. Enfin, bon, en tous les cas, si on revient, en tous les cas, il y a un japonais aussi qui en fait un peu. Du coup, quelle est la stratégie par rapport à l'hydrogène? Est-ce que vous avez dit, on raisonne déjà, on essaye d'anticiper les modes, mais pour être en avance, ce coup-ci. Vincent. Alors, la stratégie pour anticiper les modes et être en avance, et je pensais avoir été clair, mais a priori, j'ai pas été complètement clair, c'est que le BMW Group ne croit pas qu'à l'électrique. Il croit à l'électrique. Et effectivement, on est passé de 0 vente en octobre 2013 à 9% de nos ventes aujourd'hui en France. Et on est à peu près à la moitié dans le monde. Donc, on est à peu près à 4% des ventes mondiales. Mais notre approche est de dire, n'allons pas que sur une technologie, mais développons plusieurs technologies qui répondront à l'utilisation de chacun, qui répondront aussi aux législations fiscales locales, parce qu'on sait très bien qu'un pays, on le voit avec la Chine, un pays peut décider de complètement favoriser le diesel, ça a été le cas de la France, et c'est toujours le cas de la France, il y a beaucoup de diesel bashing, mais tout le système de malus est basé sur le diesel, sur les émissions de CO2. Donc notre position est de dire, non pas que l'électrique, mais pas que le diesel non plus. Soyons équilibrés. Et au départ, si on a lancé la BMW i3, et je vous invite à la découvrir et à l'essayer, c'est une voiture qui est fantastique, qui fait moins de 4 mètres de long, qui a une capacité de braquage phénoménale, qui a beaucoup d'espace à l'intérieur. Et c'est quoi? C'est une voiture urbaine. Parce que BMW Group croit à l'électrique en priorité, en utilisation urbaine. Par contre, pour les longues distances, très clairement, on fera jamais mieux que le diesel. Peut-être l'hydrogène un jour, et c'est pour ça qu'on travaille sur cette technologie. Et vous avez parlé d'une marque américaine que vous utilisez, qui vous permet de faire 1000 km dans la journée. Mais il faut que le supercharger soit disponible, qu'il marche, qu'il soit pas occupé, etc. Sinon, on perd beaucoup de temps. Donc là, le diesel est important. Mais notre position est de dire, et c'est ça qui assurera la mobilité de demain, ne soyons pas focalisés sur un type de motorisation, et même ne soyons pas, c'est pour ça qu'on parle de service, ne soyons pas focalisés sur un outil et uniquement l'automobile. Il y a des solutions de mobilité
en ville qui sont parfaites, sauf que tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'habite pas dans le 8e, et quand on habite dans les Landes ou en Corrèze, il n'y a pas l'intermodalité qui est disponible à Copenhague, et automatiquement on a besoin d'une mobilité individuelle, et on le retrouve avec l'automobile. Le temps passe très vite parce que c'est passionnant. Cédric, tu as une question ? Oui, ça marche. Oui, bonjour. Moi, ça serait sur le positionnement de la marque, à savoir, BMW, coupez-moi si je dis une bêtise, mais l'ADN, ça s'est fait sur grosse voiture, gros moteur. C'était avant tout, comme on disait dans le temps, un motoriste. D'ailleurs, le M de BMW, ça vient moteur, si je dis pas de bêtises. Pas très loin, oui. Donc, c'était motoriste. Et dans le temps, votre image, enfin même encore maintenant, ce sont des voitures assez, enfin c'est une image statutaire. C'était même d'ailleurs repris tant dans des pubs, avec disons pour un certain coût et un très bon produit. Dans la mesure où, comme le disent d'ailleurs vos concurrents, l'avenir de la voiture, c'est plus d'être un fabricant de voitures, mais c'est d'être un concepteur de services avec une valeur ajoutée qui se déplace de données matérielles, on va dire, sur des produits donc de qualité, sur des services de qualité. Est-ce que vous n'allez pas être tenté et ou vouloir aller sur ce que vous n'avez jamais fait, c'est-à-dire de l'entrée de gamme ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus facile de récupérer un investissement, monsieur parlait d'investissement, que de prendre du service et de l'étaler sur du quantitatif, on va dire. Est-ce que vous n'allez pas être tenté de ça, c'est-à-dire de sortir de votre image et de votre positionnement initial ? Alors, absolument pas. Parce que notre position est une position premium, on connaît notre clientèle, cette clientèle premium, et on est vraiment focalisé sur le client. Et au contraire, l'évolution de la mobilité, pour nous, est une opportunité pour les constructeurs premium en général et pour BMW et Mini en particulier. Pourquoi ? Parce que on a besoin de plus en plus de technologie dans les véhicules. Et tous ces besoins de recherche, tous ces besoins de développement, tous ces besoins de technologie, très clairement, on peut avoir le retour sur investissement quand on est un constructeur premium. On a nettement plus de difficultés quand on est généraliste. Alors c'est pour ça qu'ils essayent de fusionner ensemble pour pouvoir rentrer dans leur coût. Mais nous, c'est plutôt une opportunité parce que justement, en étant un constructeur premium, on peut apporter du service et de la technologie aux clients parce qu'on arrive à le facturer aux clients, même si aujourd'hui, on parle plus de coût d'achat d'un véhicule, mais on parle de coût de détention. Et là-dessus, on est très compétitif. Un deuxième élément qui est une opportunité aussi pour BMW Mini et pour les constructeurs premium en général, c'est le service partagé. Ce qu'on appelle le car sharing, le Autolib que vous connaissiez auparavant. En fait, on a une entreprise donc en partenariat avec Daimler qui s'appelle ShareNow et donc on a aujourd'hui une quinzaine de millions d'abonnés. On est présent dans beaucoup de villes en Europe et notamment à Munich dans notre siège. Et si vous prenez juste comme exemple l'avantage de pouvoir travailler avec ces services, c'est que vous avez à peu près une cinquantaine de kilomètres entre l'aéroport de Munich et le siège, le 4 cylindres du BMW Group. Si vous prenez un taxi, ça vous coûte 70 €. Je vous en parle en connaissance de cause, je le fais une fois par mois à peu près. Si vous prenez ShareNow, donc notre service de voiture partagée, ça coûte 25 €. Donc on a tous intérêt à aller sur le service partagé. C'est vite fait, vous avez votre téléphone, vous libérez la voiture, vous la prenez et vous la laissez dans le centre-ville de Munich. Honnêtement, le fait, donc un service avec une marque premium, ce service avec une marque premium coûte à peu près 50 centimes du kilomètre, 25 € pour 50 km. Si vous le faites avec un véhicule généraliste, ça va coûter 23,50 €. 22 €. Allez, vous allez économiser 3 €. Et en arrivant à l'aéroport de Munich, si vous avez le choix entre, il fait beau, voilà, une journée comme ça, il fait plutôt bon, vous avez le choix entre, alors je peux pas parler de véhicules concurrents, mais allez, je vais citer une 208 qui vient de sortir, et un Mini cabriolet. Vous allez choisir quoi ? Très clairement, vous allez choisir la voiture premium. Et nous, on considère que toute cette évolution de l'environnement de la mobilité est une vraie opportunité pour nous, parce que ça va être l'opportunité de faire conduire, de mettre au volant de nos véhicules BMW et Mini des prospects qui ne passaient jamais la porte de nos concessions. Et le premier argument de vente d'une BMW et d'une Mini, c'est l'essai. Le fait d'avoir, quand on a un client qui est au volant ou une cliente qui est au volant du véhicule, il y a 80% de la vente qui est faite. Alors après, il faut discuter les conditions, mais ça, on laisse faire les équipes. Donc très clairement, pour nous, c'est une opportunité parce que, en fait, le segment premium en France, c'est 10% du marché total automobile. Donc ça va nous ouvrir, peut-être pas 90%, mais une large part de la population aujourd'hui qui ne vient pas dans les concessions BMW et Mini, mais qui vont essayer nos véhicules sans nous le dire, en nous donnant la data malgré tout, et qui vont découvrir l'avantage de rouler premium et qui viendront ensuite en concession.
Merci en tout cas pour la réponse. Je suis prêt pour des essais longue durée. Avec plaisir, François. Voilà. Une des promesses du club, c'est le timing, de tenir le timing. Donc c'est tellement passionnant que nous souhaiterions pouvoir poursuivre. Je propose que nous focusions sur la partie management et France, parce qu'il y a une actualité très forte en ce qui concerne le groupe en France. Est-ce que tu peux nous donner la vision franco-française, je dirais? Alors et on a pas mal échangé, François, avant quand on préparait l'interview. En fait, et vous le vivez au quotidien. Très clairement, aujourd'hui, on vit un changement d'environnement. On vit, tout évolue très rapidement autour de nous. Et c'est vrai que à une époque, il était très facile d'embaucher quand on était BMW, tout simplement parce qu'avec le logo, la marque, on attirait absolument tous les talents. Aujourd'hui, on attire toujours beaucoup de talents, mais il y a des nouveaux profils à aller chercher, des profils digitaux, des profils qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher parce que la data est importante, tout ce qui est CRM, tout ce qui est connaissance client, puisque c'est vraiment au cœur du BMW Group. Et aujourd'hui, pour les attirer, on le fait pas uniquement avec le logo, on le fait pas uniquement avec le véhicule parce que parfois ils ont même pas le permis. Et on a encore un souci de plus, c'est qu'en étant dans les Yvelines, nous, notre siège est à Bois d'Arcy, exactement au Pas du Lac. Ces nouveaux talents, ils passent même pas le périph'. Ils savent pas qu'il y a une vie en dehors du périph'. Ils ont tendance à rester dans Paris intramuros. Donc il est vraiment très important de pouvoir leur proposer un avenir serein, une visibilité sereine, une stratégie durable, sereine aussi, parce que je n'en avais pas parlé, mais ils ont aussi une vocation sociale très forte dans leur exactement le sens de leur fonction et de leur job et de l'entreprise qui les entoure. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé, et le groupe fait confiance. La France est le 5e marché du monde pour BMW, 5e marché du monde pour Mini et 2e marché du monde pour la moto. On parlait du C-Evolution, on a un scooter électrique qui cartonne dans le monde et qui marche encore mieux en France puisqu'on vend 50% de la production mondiale en France. Donc la France est un marché très important pour le BMW Group et le BMW Group investit. Je vous parlais du centre d'essai qui est à Miramas. On a un centre de pièces de rechange et accessoires, un entrepôt de pièces qui est à Strasbourg et un autre à Tigerie et qui travaille aussi pour le marché allemand et le marché suisse. Donc la France ne travaille pas que pour la France, mais on a décidé d'investir dans des nouveaux locaux puisqu'on est à Bois d'Arcy depuis à peu près les Jeux Olympiques de Munich, depuis 40 ans, un petit peu moins je crois, depuis 78, quelque chose comme ça. Et on a un bâtiment qui est pas complètement développement durable et aux nouvelles normes. Donc on a décidé d'investir 100 millions d'euros en traversant la route, donc on reste à Bois d'Arcy, dans le Pas du Lac. On investit, on construit 16 000 mètres carrés aux dernières normes, bien évidemment. On a 3 entités en France, que sont la filiale commerciale, BMW Group France, la filiale financière, une banque, BMW Financial Services, et Alphabet, qui est une filiale de location longue durée multimarque. Alphabet est à Rueil, BMW Finance est à Guyancourt, nous on est donc au Pas du Lac, et on a décidé de réunir l'ensemble des collaborateurs au sein de ces 16 000 mètres carrés dans un bâtiment complètement nouveau et avec toutes les nouvelles formes de travail, parce que il est important que, en cherchant ce sens et aussi en développant la synergie, en travaillant différemment, en développant le collaboratif, en développant le flex office et en dehors du télétravail, etc. et du coworking, parce qu'on le fait, parce qu'il y a des nouveaux profils qui ont du mal à passer le périph'. Mais en tout cas, on veut travailler, en tout cas, on a voulu développer ces nouvelles méthodes de travail dans les nouveaux environnements, parce que c'est comme ça qu'on ira chercher l'efficience et c'est comme ça qu'on ira chercher la performance. Merci infiniment Vincent. Je propose vous pouvez poursuivre la discussion au moment du dessert. Nous tenons le timing. Je souhaite vraiment remercier à nouveau Vincent, d'abord pour son franc-parler, son aspect extrêmement direct, c'était clair, transparent, il n'y a pas de langue de bois. Et merci encore à Pascal d'avoir permis de rendre cela possible. Merci beaucoup. Merci à vous.